start. Ça marche. Je te laisse zapper. Ouais. Allez. Bonjour à tous, Enzo Casnici, je suis conseiller énergie pour la Chambre d'agriculture du Rhône et avec ma collègue on va vous parler photovoltaïque en agriculture avec deux gros sujets bâtiments agrivoltaïques. Et je te laisse te présenter. Marion Delobo, conseillère énergie au sein de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Quand on parle photovoltaïque dans le monde agricole, on a quand même maintenant plusieurs solutions qui se prêtent aux agriculteurs. Évidemment, le sujet bâtiment, le plus historique, mais également des sujets comme le photovoltaïque sur tracker, qui s'est aussi pas mal développé. Plus anecdotique, voire très très anecdotique sur le monde agricole, c'est le photovoltaïque flottant. À un niveau industriel, il s'est développé, mais chez l'agriculteur, sur des surfaces beaucoup plus contraintes, c'est bien moins le cas. Il y a très très peu, voire quasiment pas de projets. Et depuis, on va dire un peu le dernier né, c'est l'agrivoltaïsme. Solution photovoltaïque qui a aussi eu une définition assez récemment au travers de la loi. C'est principalement bâtiment et agrivoltaïsme dont on va parler aujourd'hui. En tant qu'agriculteur, pourquoi faire un projet photovoltaïque sur bâtiment? C'est bien sûr dégager un revenu complémentaire, réduire ses charges grâce à l'autoconsommation photovoltaïque autorisée par la loi maintenant, depuis 2017, aider à financer un nouveau bâtiment ou un remplacement de toiture amiantée en mauvais état. L'autre gros sujet, c'est l'agrivoltaïsme. Pourquoi un agriculteur irait là-dessus? Pour protéger ses cultures, c'est quand même le premier objectif de ce type de centrale. Dans un second temps, mais c'est aussi important, améliorer les conditions de travail sous les photovoltaïques, au niveau des cultures en tout cas. Bien entendu, dégager un revenu complémentaire et dans le cas très particulier des serres photovoltaïques, ça peut être aussi financer tout ou partie de cette infrastructure. Tous ces éléments du monde agricole participent quand même, et il faut quand même s'en rappeler, à tous les plans climat, les territoires énergie positive, etc., qui sont développés par les collectivités. Voilà, c'est important de voir que l'agriculture peut participer à ça aussi. Quand on parle photovoltaïque, ça fait parfois un peu peur d'entrée de jeu avec plein de mots bizarres, productibles, des choses comme ça. Voilà, c'est des projets qui se pensent une bonne fois au départ et qui durent assez longtemps. Donc voilà, c'est des éléments, il faut se renseigner en amont et on est là pour ça. Aujourd'hui, on va vous passer un peu un vernis, on va dire, et on pourra se rediscuter pour plus de détails. Techniquement, photovoltaïque, voilà, sur un schéma un peu comment ça fonctionne. Vous avez à la fois les modules, la partie de départ, les panneaux photovoltaïques. Ce qu'on souhaite vous exprimer au travers de cette diapo, c'est un peu la longévité de tout cet outillage. Le photovoltaïque, aujourd'hui, ça a une durée de vie de 30 ans, peut-être 40 ans demain avec les technologies qui vont s'améliorer. Donc on est sur des projets avec une très très bonne longévité, avec des performances qui sont quand même importantes. Une norme qui donne 80% au bout de 20 ans, c'est 80% de production au bout de 20 ans, c'est quand même pas mal. Et des garanties matérielles assez élevées, ce qui laisse transparaître une certaine fiabilité de cette technologie. Et point un peu particulier sur cette technologie, l'agrivoltaïsme a amené des formes et des modèles de panneaux photovoltaïques un peu bizarres, avec des cellules plus petites, plus ajourées, etc., voilà, qui permet de voir un petit peu comment évolue ce type de centrale. Deuxième grosse partie d'une centrale photovoltaïque, c'est l'onduleur, la grosse boîte grise là au milieu, qui transforme l'énergie. Cette partie du système, c'est celle qui est la plus sensible, notamment pour des questions de sécurité, notamment en élevage, on parle de l'électromagnétisme beaucoup, ou des courants parasites. C'est la partie du photovoltaïque dont il faut un peu plus se méfier quand on est producteur agricole, avec des recommandations par exemple de distance d'implantation qui sont données par l'IDEL par exemple. Toute cette centrale se termine au niveau de ce qu'on appelle le point de livraison, la zone de raccordement entre la centrale photovoltaïque et le réseau électrique. C'est une partie, bien que ça soit le bord de la centrale, c'est une partie extrêmement importante dans les projets et on va en discuter un peu après. En tant qu'agriculteur, vous avez plusieurs solutions pour investir dans du photovoltaïque ou pour avoir du photovoltaïque sur votre exploitation.
La première solution est celle qu'on valorisera toujours en tant que chambre d'agriculture, c'est celle où vous investissez tout seul dans l'installation. Donc c'est-à-dire que vous êtes propriétaire du terrain, vous êtes propriétaire du bâtiment et la plus-value est pour l'exploitation et pour vous. L'inconvénient de cette solution, c'est que voilà, le support de l'investissement reste pour vous. Deuxième solution, la mise à disposition d'une toiture à un investisseur privé. Dans cette solution, vous laissez un investisseur investir chez vous, donc vous êtes dépendant d'un acteur externe sur votre bien personnel. Vous avez un contrat qui est signé avec lui sous forme d'un bail emphytéotique de 30 ans. Et en échange de ce contrat, cet investisseur vous verse une soulte ou alors un loyer annuel. Loyer qui va varier selon la puissance qui sera installée sur votre toiture, mais aussi selon la distance au raccordement, selon l'état de votre toiture. L'avantage, c'est ce loyer déjà qui est fiable pendant un certain nombre d'années et vous n'avez pas de préoccupation à avoir sur le fonctionnement de la centrale. L'inconvénient, donc comme je le disais, un acteur externe sur un bien personnel, potentiellement un surcoût assurantiel à prévoir sur votre bâtiment agricole et potentiellement, si le raccordement est assez élevé, l'investisseur peut vous demander de participer au coût de raccordement. Troisième solution de valorisation, c'est vous mettez à disposition votre terrain à un investisseur privé. Donc cet investisseur va construire sur ce terrain un bâtiment sur lequel il va équiper une centrale photovoltaïque. En échange, vous serez relié avec cet investisseur sur un bail à 30 ans, un bail emphytéotique ou un bail à construction. En échange, vous pourrez utiliser le bâtiment pour votre convenance. L'avantage, vous avez un bâtiment à moindre frais que vous pouvez utiliser. L'inconvénient, vous avez de la même façon un acteur externe qui est sur votre bien personnel. Les bâtiments sont souvent assez standards en termes de superficie et sont souvent peu modifiables. Potentiellement, si le raccordement est loin, c'est la même chose que précédemment, vous devez peut-être participer un petit peu au coût. Sur les deux dernières solutions dont j'ai parlé, donc la mise à disposition de la toiture et du terrain, on vous conseille de faire vérifier les baux d'utilisation, enfin les baux avec les investisseurs à votre centre de gestion ou à un juriste. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de plein de recommandations qu'on peut vous faire, de plein de points d'attention que vous pouvez avoir sur un projet photovoltaïque. Alors, le premier, certainement ce qui va conditionner le plus l'intérêt de votre projet, que vous soyez donc agriculteur investisseur ou que quelqu'un investisse chez vous, c'est le productible. Ce productible, c'est une valeur qui retranscrit la quantité d'énergie que votre centrale va recevoir. Donc, elle est variable selon la latitude. Plus on est au sud, plus on va avoir d'ensoleillement, plus on va produire. Elle est variable selon l'orientation. Une orientation d'un bâtiment sud va produire plus qu'un bâtiment au nord. Dans nos départements, on a des orientations ouest-est qui restent intéressantes. Voilà. Et après, il faut faire attention. Donc, le productible est aussi variable selon la pente et va aussi varier selon les ombres que vous pouvez avoir sur votre centrale. Que ce soit des ombres proches, donc par exemple un fil électrique ou un silo, ça peut énormément entacher la production photovoltaïque de votre centrale. Et après, il ne faut pas lésiner non plus sur les masques lointains, donc les ombres lointaines, et encore plus dans nos départements où on est potentiellement montagneux avec pas mal de collines. On voit, là, sur ces chiffres, on voit très bien l'exemple est bien illustré avec le cas de Saint-Étienne, qui est une ville qui est entourée de collines et qui a un productible qui est relativement faible par rapport à d'autres villes qui sont sur la même latitude, comme le Puy-en-Velay. Deuxième point d'attention qui conditionne aussi énormément votre projet, c'est la surface disponible. Ça paraît à peu près logique parce que de cette surface va découler une puissance qui sera installable sur votre toiture. Selon ce que vous vouliez faire de l'autoconsommation ou de la vente totale, vous n'allez pas forcément chercher la même surface, la même puissance. Si vous cherchez à autoconsommer, des petites surfaces comme 180 m² peuvent être nécessaires. Pour vendre totalement votre électricité, on va plutôt vous conseiller d'avoir minimum 500 m² de toiture pour installer une centrale de 100 kW crête. Autre point d'attention, c'est la capacité d'accueil de votre bâtiment. Par capacité d'accueil, on entend la couverture de la toiture et la charpente. La couverture de la toiture, aujourd'hui, les installateurs posent principalement sur du bac acier parce que déjà, c'est plus simple, c'est moins onéreux et en plus, le bac acier est beaucoup plus léger qu'un fibrociment ou que des tuiles. Petit point sur l'amiante,
Une toiture amiantée aujourd'hui, aucun installateur ne posera sur l'amiante. L'amiante étant interdite depuis 1997 et la centrale doit durer à peu près 30 ans. Donc je disais bac acier préférentiellement parce que le bac acier est beaucoup plus léger. Et en effet, votre charpente devra supporter le poids des panneaux. On ajoute à peu près 15 à 20 kg par mètre carré avec les panneaux. Donc si le constructeur de votre bâtiment est encore en activité, on vous conseille de prendre contact avec lui et potentiellement, il peut vous faire une attestation de charge qui attestera que votre charpente est prête à recevoir le photovoltaïque. Sinon, si vous ne pouvez pas avoir cette attestation, vous devrez passer par un bureau d'études pour qu'il vous fasse une étude structure. Ensuite, les coûts de raccordement. Le réseau de distribution de l'électricité aujourd'hui n'a pas été fait pour que des grosses productions viennent des campagnes. Donc aujourd'hui, les réseaux ne sont pas faits pour ça, ce qui fait que plus la puissance de votre centrale photovoltaïque augmentera, plus potentiellement vous aurez un coût de raccordement qui sera élevé. Donc ce qui peut fortement entacher la rentabilité d'un projet. Ensuite, le choix du matériel. Enzo en parlait un petit peu tout à l'heure. Les panneaux, aujourd'hui, on est sur un matériel qui est assez fiable, qui a de très bonnes qualités, de bonnes performances et une durée de vie assez longue. Sur les onduleurs, il y a un peu plus de disparité. On vous conseille de trouver un équilibre entre eux. Vous verrez des garanties fabricants, garanties performance. Trouver un équilibre entre toutes ces garanties et le rapport qualité-prix. C'est bon à savoir aussi que les panneaux, les onduleurs devront respecter des normes pour pouvoir bénéficier d'un contrat d'achat avec EDF. Donc voilà, il faut aussi être sûr du matériel qu'on achète. Ensuite, le choix de l'installateur. Aujourd'hui, le meilleur conseil qu'on puisse vous faire, c'est de directement rentrer en contact avec tous les acteurs de votre projet. Vous contacterez obligatoirement vos banques, vos assurances. Vous pouvez contacter les chambres d'agriculture. Tous ces acteurs ont des retours terrain, ont une expérience des retours terrain et pourront vous aiguiller au mieux sur les installateurs qualifiés. Ensuite, avant de commencer votre projet, il va falloir que vous réfléchissiez à tout ce qui est juridique, à tout ce qui est fiscal avec le photovoltaïque. Que vous soyez en GAEC, en ERL, en GFA, que vous soyez sur une exploitation individuelle ou que vous vouliez créer une société pour les gains du photovoltaïque. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont possibles. C'est une activité commerciale qui est très ouverte sur le monde agricole. Donc voilà, contactez votre centre de gestion et vous trouverez toujours un compromis pour le photovoltaïque sur l'exploitation agricole. Autre petit point d'attention pendant qu'on est sur les acteurs du projet, votre assureur. Il faut absolument que vous contactiez votre assurance avant de commencer vos projets. Parce que déjà, l'assurance va vous donner une indication sur le coût, qui sera annuel à donner pour la centrale. Peut vous donner aussi une indication sur les garanties. Et puis aussi vous demander de mettre en place des mesures de prévention, comme un espacement entre les bâtiments, dans le cas de la création d'un nouveau bâtiment, ou alors une hauteur minimum à avoir sous la toiture. Et potentiellement, si vous ne respectez pas ces mesures de prévention, l'assurance peut refuser d'assurer votre centrale. Donc c'est bon à savoir avant de se lancer dans un projet. Et enfin, dernier point d'attention qui est certainement le plus important, c'est la nécessité agricole. Il faut en priorité que vous adaptiez vos bâtiments à vos besoins agricoles et non inversement. Pour des questions d'ambiance dans les bâtiments, pour vos animaux notamment. Donc on fait bien attention à ça. Et de toute façon, dans le cas de la création d'un nouveau bâtiment, vous devez déposer un permis de construire. Quand le bâtiment est en zone A du PLU, vous devrez justifier de la nécessité agricole. Maintenant, on va parler un petit peu plus chiffres. Donc, combien cette centrale peut vous coûter ? Ce graphique, il vous présente le prix moyen de la centrale, donc en euros par watt-crête, selon la puissance que vous installez. Plus vous installez des petites puissances, donc de 9 à 36 kg, plus vous avez un effet d'échelle qui est important. Pour un 9 kW-crête, ce qui représente à peu près 40 mètres carrés, vous allez payer 20 000 €. Pour un 36 kW-crête, ce qui représente 160 mètres carrés, vous allez payer 40 000 €. Si vous arrivez sur des puissances assez importantes, donc 100 kW-crête, ce qui représente à peu près 500 mètres carrés, vous êtes sur 80 000 €. Et en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, j'indiquais que les puissances de 100 kW-crête étaient plus intéressantes, parce que ça vous permet de diluer un petit peu plus tout ce qui est charge, tout ce qui est raccordement.
On a parlé un peu technique, on a parlé un peu combien ça coûte. Maintenant, on va parler un peu combien ça rapporte. Les kilowattheures qui sont faits par la centrale photovoltaïque sont achetés dans le cadre de l'arrêté S21 qui donne voilà, les conditions d'achat d'électricité pour les bâtiments, les hangars et les ombrières, et tout le reste aura d'autres arrêtés spécifiques, dans une puissance maximum de 500 kg, hein, quasiment 2500 m², ça commence à faire des beaux bâtiments. C'est des contrats qu'on appelle en obligation d'achat, et il y a une garantie de cet achat des kilowattheures pendant 20 ans, et cette garantie, elle est faite par l'État. Le tarif d'achat, je vais vous les montrer après, il s'évolue trimestriellement en fonction de différents facteurs, coefficients de l'industrie et des choses comme ça. Quand on a ces kilowattheures, quelle valorisation on peut leur donner au travers de cet arrêté S21? Soit la première, la vente totale, tout simplement, vous produisez, vous vendez au réseau. L'autoconsommation avec vente de surplus, vous produisez, vous autoconsommez ce que vous pouvez sur l'exploitation, et ce que vous n'arrivez pas à consommer est vendu sur le réseau, à un prix un peu moins bon, vous verrez. Et la troisième solution, c'est l'autoconsommation totale. Vous produisez, vous autoconsommez. Ce que vous n'arrivez pas à autoconsommer, c'est perdu. Celle-là, on vous la déconseille. C'est intéressant en zone très reculée, mais dès qu'on a un accès au réseau facile, c'est pas hyper intéressant. Pour les deux premières, il est intéressant de voir qu'il est possible de switcher de l'un à l'autre, de passer de l'une modalité à l'autre. Ce qui peut être intéressant, parce que l'autoconsommation avec vente de surplus, dans certains cas, est un peu complexe à créer. Donc il peut être intéressant d'avoir ce filet de sécurité et de repasser sur de la vente. Premier cas de figure, la vente totale, donc assez simple à calculer, hein. Vous produisez, vous multipliez ça par le prix d'achat, vous enlevez les charges et vous avez la rentabilité du projet. Ça paraît très simple comme ça. Le prix d'achat est garanti sur 20 ans, ce qui est plutôt confortable, et c'est un investissement qui, dans les calculs que nous on peut faire, s'autofinance. Donc c'est plutôt pas trop mal. Les centrales qui sont dans la taille intermédiaire, ce qu'évoquait Marion, les petites puissances, on a une rentabilité en vente totale qui est moins bonne, voire carrément mauvaise. Donc il faut être très très vigilant quand on a des toitures de moins de 180 m². Pour les centrales de plus grosse puissance, encore une fois, le coût de raccordement va être ce qui peut piéger le plus de projets en vente. C'est la solution qui s'offre à la quasi-totalité des agriculteurs à partir du moment où vous avez une toiture suffisamment grande. Vous avez ici le tableau d'achat du kilowattheure en fonction de la puissance installée. C'est depuis la petite crise énergétique qu'on a vécue fin d'année 2022, c'est des tarifs qui ont une tendance à fortement augmenter, alors qu'ils avaient tendance à baisser légèrement jusque-là. Ça reste néanmoins quelque chose d'assez flou, parce que comme vous voyez, le tableau s'arrête au 31 juillet, pour une raison très simple, c'est que je n'ai pas les tarifs d'après. Voilà, l'État a adapté la grille tarifaire au fur et à mesure des trimestres qui sont passés, les derniers trimestres qui sont passés. Donc là, on attend la nouvelle grille tarifaire et on va voir quelles modifications vont être apportées. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté de l'État jusqu'à aujourd'hui, en tout cas de remettre mieux en route la filière photovoltaïque en mettant des prix avantageux. On peut espérer que ça reste comme ça. L'autre modalité, et que je vais la subdiviser aussi en deux, c'est l'autoconsommation vente de surplus, avec une puissance inférieure à 100 kg d'un côté. L'intérêt de l'autoconsommation, c'est de fixer son prix d'électricité en fonction de l'achat de sa centrale et des charges. C'est un surplus qui est aussi garanti, avec un rachat garanti sur 20 ans par l'État. L'avantage aussi, c'est un faible coût de raccordement. Ici, il faut bien dimensionner sa centrale, et je vais vous montrer après pourquoi. Ce n'est pas forcément économiquement rentable pour tous, ça l'est bien plus pour ceux qui ont des consommations importantes et des consommations au bon moment. Pourquoi au bon moment? Parce que le surplus, ici c'est donc la grille tarifaire de la vente du surplus, la vente de surplus est inférieure à celle de la vente totale. Si vous comparez par exemple à 100 kg, 8 centimes au lieu des 12 et quelques pour la vente totale, avec 8 centimes, vous ne rentabilisez pas la centrale rien qu'avec le surplus. Vous équilibrez tout juste. Donc l'objectif dans ces petites puissances inférieures à 100 kg, c'est d'autoconsommer au maximum. Pour aider à la rentabilité de ces centrales, l'État a mis en place une prime à l'investissement, la prime autoconsommation, qui est en fonction de la puissance. Pour rappel, je vous ai remis le tarif réglementé actuel à 22 centimes et quelques pour un particulier.
Clairement, quand on veut faire un projet d'autoconsommation en petite puissance, il faut plutôt se rapprocher du schéma que vous voyez à gauche, c'est-à-dire avec une production qui est bien en face de sa consommation. Donc concrètement, c'est des consommations sur l'exploitation qui vont arriver en milieu de journée, en milieu d'année, bref, quand il y a du soleil, avec une consommation talent qui est quand même assez importante. C'est des choses qu'on va retrouver dans certaines typologies d'exploitation agricole, les exploitations qui ont des robots, les exploitations qui ont de la transformation. Voilà, des choses comme ça. Évidemment, le graphique que vous avez à droite, c'est l'exemple à ne pas suivre, c'est les installations, les exploitations agricoles laitières sans transformation qui ont un pic de consommation le matin, un le soir, rien au milieu, et du coup tout est vendu en surplus à un mauvais prix. Pour identifier un petit peu tous ces éléments de consommation et pouvoir le comparer à la production, on peut déclencher l'enregistrement de nos consommations sur le site internet d'Enedis. Voilà, c'est quelques manipulations sur leur site internet et au moins on peut voir nos courbes de charge. L'autre un peu modalité de l'autoconsommation vente de surplus, c'est l'autoconsommation vente de surplus grosse puissance, plus de 100 kW crête, où en fait ici le surplus est acheté au même prix que la vente totale, donc il est rentable à lui seul. Raison pour laquelle il n'y a plus de prime à l'investissement, c'est déjà rentable comme ça. On a les mêmes conditions, le tarif est maintenu et garanti par l'État pendant 20 ans, on a moins besoin de recherche d'optimisation puisqu'on est rentable rien qu'avec le tarif. L'inconvénient, et surtout suite à la crise énergétique de fin d'année dernière, c'est qu'on est obligatoirement au tarif jaune, C4, ou au tarif vert, C3. La plupart des exploitations agricoles aujourd'hui sont au tarif bleu, C5. Et passer de C5 à C4, ça veut dire avoir un prix de l'électricité qui passe de réglementé par l'État, protégé par le bouclier tarifaire de l'État, à un tarif qui est sur le marché public. On a vu en 2022 que c'était un petit peu risqué comme approche. Donc aujourd'hui, des exploitations qui voudraient faire de l'autoconsommation qui sont en tarif bleu, on leur recommande d'optimiser leur centrale sur de la petite puissance. Évidemment, vous vous retrouvez dans la situation où vous êtes déjà en tarif jaune, ce qui arrive quand même de plus en plus sur les exploitations. C'est concrètement le plus beau projet photovoltaïque que vous pourrez faire. Tous ces éléments, donc là c'est un simple vernis, on va dire. Tous ces éléments, c'est des choses qu'on aborde au travers de formations, qu'on a abordé au travers de documents d'information, un flyer photovoltaïque qui est un peu plus rapide à consulter. Il y a un guide qui est en phase de finalisation, un peu plus complet. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. En tant que conseiller énergie, on est à votre disposition pour des renseignements. Et voilà, et si vous avez des groupes suffisamment grands pour faire aussi des formations. On continue en faisant un petit point sur l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme, c'est un terme qui est arrivé depuis peu de temps, depuis le 10 mars 2023, par la promulgation de la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable, donc la loi dite APER. Cette loi, elle a permis de donner une définition de l'agrivoltaïsme et elle a surtout permis de distinguer l'agrivoltaïsme et le photovoltaïque au sol. L'agrivoltaïsme, par définition, c'est une installation qui contribue durablement à l'installation, au maintien et au développement de l'activité agricole. Pour ça, la centrale sur les parcelles agricoles devra rendre des services qui peuvent être l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas ou l'amélioration du bien-être animal. Donc, par définition, la mise en place d'une centrale sur des terres agricoles devra permettre de garantir une production agricole qui soit significative et devra permettre de garantir à l'agriculteur un revenu qui soit durable. En distinction, le photovoltaïque au sol, donc c'est une centrale qui potentiellement donnera une atteinte à ses services, donc qui ne pourra pas permettre de remplir ses services et qui ne permet pas une activité agricole. Les parcelles qui seront concernées par ces projets, ce sera sur des terres incultes. Par terre inculte, on entend des terres qui ont une complexité extrême pour la production agricole, que ce soit d'un point de vue climatique, topologique ou encore autre chose, des sites pollués, et ça regroupera aussi des terres qui seront identifiées par un document cadre, donc document qui nous est demandé de faire, nous, Chambre d'agriculture, où on devra zoner des parcelles potentiellement pour du photovoltaïque au sol. Les communes ont aussi un travail de zonage à faire pour le développement du photovoltaïque. Elles doivent répertorier des zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc ce sera un zonage où la production d'énergie sera facilitée, que ce soit pour de la méthanisation, du photovoltaïque, de l'éolien,
Et ce zonage identifiera au PLU des parcelles propices. Ensuite, avec ce document cadre et ces zones d'accélération, on pourra statuer sur des zones qui seront pour du photovoltaïque au sol. Chaque projet photovoltaïque, qu'il soit au sol ou agrivoltaïque, devra passer devant la CDPENAF. La CDPENAF, c'est un comité départemental de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Dans les CDPENAF, il y a énormément d'instances et les chambres sont aussi représentées dans ces CDPENAF. Donc la loi donne un rôle important aux chambres d'agriculture par ce biais, parce que du coup, tout projet d'agrivoltaïsme ou tout projet qui ne sera pas dans les zonages de zones d'accélération ou de documents cadres devra avoir un avis conforme de la CDPENAF pour potentiellement voir le jour. A l'inverse, tout projet qui sera décrit donc, par les chambres dans un document cadre ou par les communautés de communes dans les zones propices au développement pourront voir le jour avec seulement un avis simple de la CDPENAF. Sur la base de ces éléments, qui sont des éléments législatifs, il y a un avis que les chambres d'agriculture ont sur le sujet. Cet avis, je vais vous le partager au travers du positionnement des chambres d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est de mars 2022, donc qui a été travaillé avant la loi, mais dans lequel on retrouve l'esprit dans lequel on aborde ce sujet-là. L'idée, dans un premier instant, c'est que bien les acteurs agricoles soient bien au cœur des processus de décision quand il y a ces genres de projets qui arrivent sur le terrain. Donc la demande qui avait été formulée au travers de ce positionnement, c'est qu'il y ait constitution de groupes institutionnels, notamment ceux qui vont participer au CDPENAF, en amont, qui puissent étudier les projets. C'est des choses qu'on a vues arriver avec des comités départementaux photovoltaïques ou ENR, un peu à droite à gauche sur le département, plus ou moins rapidement. C'est des choses qui sont mises en place. Une autre volonté était que les CDPENAF aient systématiquement un avis conforme sur chaque projet qui y passait. C'est quelque chose qui, de par la loi, et sur lequel les chambres sont partiellement satisfaites, puisque ça ne concerne que certains cas, comme ce qui a été exposé avant. Dernier élément ici, c'était la mise en place d'un observatoire, savoir où on en est de la production photovoltaïque sur le territoire, pour savoir quelle proaction on doit avoir derrière sur le terrain. Deuxième point, c'est d'appliquer un triptyque qui est assez connu dans le monde agricole, triptyque éviter, réduire, compenser, avec une intention qui était portée sur éviter d'avoir du photovoltaïque sur le parcellaire agricole au sol. Troisième point, à l'époque déjà, on avait vraiment l'intention de séparer le photovoltaïque PV compatible, comme c'est appelé dans la loi, et l'agrivoltaïsme de l'autre côté. On avait déjà cette idée de service à la production agricole. On a été donc assez satisfait quand la loi est sortie avec les éléments qu'ils nous ont apportés. Et une volonté qui était assez forte, c'était que dans le cas où, à la création du projet ou dans son déroulement, on n'arrive plus à justifier ce caractère agrivoltaïque, alors on enlève tout. C'est des choses aussi qui apparaissent aujourd'hui dans la loi. Un point qui était très important hier et qui l'est toujours aujourd'hui, c'est que sur l'agrivoltaïsme, au sens des chambres, on manque encore d'expérience sur le retour de la production agricole qu'on a sous les panneaux. Et on a donc encore un besoin aujourd'hui de faire des expérimentations de ce côté-là. Quatrième point, c'est que le photovoltaïsme, pour les chambres d'agriculture, c'est d'abord du photovoltaïque appliqué sur toiture. Et enfin, dernier élément, c'était d'avoir un peu un répertoire de ce qui était déjà possible de faire sur le non-agricole, pour mettre du solaire sur du non-agricole et répertorier les parcelles qui étaient devenues non productives avec une attention très très particulière sur les critères utilisés pour définir ce parcellaire-là. Ça, c'était le positionnement régional, mais il y a plein de départements en France. Ici, vous avez l'Ardèche et l'Hérault, par exemple, qui ont pris des positionnements départementaux avec leur DDT, des fois avec les collectivités. C'est en gros essayer de donner des critères d'acceptabilité un peu plus précis pour les projets qui pourraient voir passer en CDPENAF. Voilà, avec différents exemples comme vous avez là à droite. Évidemment, tous ces avis, ces positionnements, on a des décrets qui sont censés arriver d'ici fin d'année sur la loi évoquée. C'est des choses qui vont évoluer. Donc on a énormément d'échanges internes en ce moment sur les premières versions des décrets qu'on peut avoir pour savoir quel va être notre positionnement demain. Donc évidemment, je vous invite à revenir discuter avec nous après promulgation des décrets pour qu'on voit le nouveau positionnement, en tout cas l'actualisation du positionnement des chambres.
En tant que porteur de projet, comment échanger avec nous, Chambre d'agriculture? Nous, l'idée derrière, c'est quand même d'avancer aux côtés des projets. L'agrivoltaïsme, ça peut être potentiellement intéressant pour le monde agricole. Donc on souhaite quand même accompagner ces projets. Bien évidemment, c'est intéressant parce qu'on a besoin d'énergie en France, énergie renouvelable. Donc tout ça fait qu'on est intéressé pour que chaque projet qui se développe nous soit présenté le plus en amont possible, qu'on puisse s'assurer de plusieurs points. Par exemple, la qualité du projet agricole en dessous. S'assurer de la pertinence du suivi agricole, qui encore une fois, je vous le rappelle, est pour nous important que ce soit systématique, parce qu'on manque de références et qu'on a besoin d'en avoir. Des suivis qui sont soit faits par les chambres, bien sûr, mais tout organisme qui est indépendant et avec lequel on peut avoir aussi des habitudes pour travailler. L'idée, véritablement, encore une fois, c'est d'accompagner les projets de manière à ce qu'une fois arrivés à la barrière, la CDPENAF, qu'on soit sûr que les projets puissent continuer et aboutir. Et ça, c'est des choses qui seront travaillées, je pense, dans les comités départementaux ENR photovoltaïque. Voilà. Du côté des services, très terre à terre, l'accueil des projets, en tout cas voilà, des nouveaux projets, c'est soit via les conseillers énergie, comme moi, Marion, d'autres, vous verrez, soit les conseillers urbanisme, soit via les conseillers territoire. Pour les suivis agricoles, nous pourrons faire le relais en interne vers des conseillers spécialisés ou vers nos partenaires habituels. Ici, vous avez la carte des différents conseillers qui officient sur Auvergne-Rhône-Alpes. N'hésitez pas à venir nous voir au hall 1 où on est sur le stand de la Chambre, où vous avez les documents qu'on a un petit peu évoqués. Je vous remercie. Merci. Et vous avez aussi les plaquettes ici où on a cette carte qui est sur papier, si vous voulez. Si vous reste des questions, on peut en échanger. Il nous reste un peu de temps. Enfin, il reste du temps, donc on peut échanger là ou sur le stand. Alors, j'ai une petite question justement sur le fait de vous parler en amont des projets. C'est quelque chose qu'on essaye de faire, mais souvent en amont, le projet agricole, il va pas encore être vraiment finalisé, entièrement construit. On va avoir des pistes de réflexion. On est encore en discussion avec des agriculteurs qui souvent essayent de sortir d'une mauvaise passe. Et on n'a pas forcément un projet agricole concret à vous présenter. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut vous présenter en amont qui soit pertinent pour vous et qui puisse nous permettre d'avancer? Il reste que quand même avoir le projet agricole, c'est vrai que dès l'amont c'est important. On peut aussi vous y aider à développer aussi ce sujet-là. Voilà, voilà. Effectivement, ce qui est vraiment très important à retenir, c'est pénible, je me remets là. Ce qui est vraiment important à retenir sur l'agrivoltaïsme, c'est que c'est pour nous, au niveau des chambres, c'est l'activité agricole qui est vraiment le plus important. On n'a pas trop d'inquiétude sur le développement de votre projet photovoltaïque. Ça devrait bien rouler. Effectivement, c'est la question importante à se poser, c'est ce qui va se passer en dessous. Voilà, effectivement, soit vous ferez des pas un tiers, soit effectivement, nous, au niveau des chambres, on peut accompagner aussi sur cette création d'activités agricoles ou d'autres organismes. Et puis l'objectif, c'est aussi d'avancer avec vous. Donc vous nous tenez au courant que vous avez potentiellement un projet sur telle parcelle agricole et quand vous évoluez, on évolue tous ensemble, vous nous tenez au courant de vos avancées. C'est aussi l'objectif. Merci. S'il vous plaît, juste une question par rapport au, disons, type de réseau électrique, basse, moyenne et haute tension. Est-ce qu'il y a des conditions, disons, de situation de l'exploitation pour aller dans ce sens-là? Alors, je ne travaille pas chez Enedis, mais je peux quand même vous aider un petit peu. Comme on disait, le réseau électrique français, historiquement, il a été pensé avec une centrale nucléaire au milieu, et puis on s'éloigne, et puis on va vers des réseaux de petite puissance. Donc forcément, dans des zones rurales où on va être un petit peu en bout de ligne, on va être plutôt sur des réseaux basse tension, et d'où toute la difficulté et le coût de raccordement, qui nécessairement nécessite qu'on adapte à la tension qu'on va mettre dedans, le réseau qui est en amont. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des fois, surtout sur les gros projets, des mauvaises surprises en termes de coût de raccordement. Pour l'estimer, alors concrètement, le prix de raccordement, il n'y a qu'Enedis qui le dira. Il n'y a que eux qui ont la calculette finale, comme on dit. Après, les installateurs, par habitude de travail, ont aussi leurs estimations.
Sinon, après, on peut payer une étude auprès d'Enedis pour qu'ils donnent le tarif en avance. Voilà, sachant que la demande de raccordement, elle, est gratuite, mais si on demande en avance le coût, c'est payant. Et si le projet, enfin s'il n'y a pas d'évolution dans le projet entre la première demande de raccordement et le raccordement final, ce coût vous est déduit à la fin. C'est 1 000 €, je crois. La demande. Oui, le coût de l'étude, c'est 1 000 €. Alors, en termes de fonctionnement, les chambres départementales sont assez indépendantes, donc d'une chambre à l'autre, potentiellement, vous n'aurez pas la même réponse. Mais il y a de toute façon une dynamique sur l'accompagnement des projets, et ça peut passer effectivement par une offre de service.